qu'elles reviennent jusqu'ici. Ça, ce serait vraiment très bien parce qu'à l'heure actuelle, on n'avait plus du tout en Alsace, on n'a plus du tout de présence de la lutte européenne. Alors on a fait de la réintroduction à l'époque, aujourd'hui on ne fait plus de réintroduction parce qu'on n'a plus le droit d'en faire, on en fait encore. On n'a plus le droit, mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on fait encore de la reproduction avec les loutres, par exemple les Isos et Voltaire qui sont juste ici. Et ben, ils ont reproduit il y a à peu près 2 ans, ils ont un petit boutron qui lui est parti au bout d'un an dans un emploi à côté, on est obligé de séparer les petits des parents parce que la mère automatiquement dans la nature va se séparer des petits jeunes. Donc lui il est dans l'enclos qui est juste à côté là-bas, il en attend d'avoir une femelle. Donc en fait on fait la reproduction et on va échanger avec les autres parcs animaliers. Donc ça fait partie d'un programme d'élevage européen et ces programmes d'élevage européens permettent de gérer les espèces, d'éviter la consanguinité et puis ça évite aussi, comme c'est interdit de toute manière, de prélever les animaux dans le milieu naturel. Donc on a toujours des animaux dans nos parcs grâce aux autres parcs animaliers tout simplement. Donc on fait des échanges dans toute l'Europe. Donc là, je leur donne leur petit dernier poisson. Donc en général, les poissons, ils font pas la matinée, même s'ils se cachent, les loutres, elles savent très bien où les poissons se cachent, ils toujours au même endroit, selon la pêcherie, etc. Donc il n'y a pas de surprise, fin de journée, on verra. Tout au long de la journée, on passe encore pour leur donner. Donc si tu es sur votre gauche là-bas, du coup ce sera des fructifications, aussi manger, ensuite on ira au ragoût, je vous laisserai terminer avec les cigognes avec les tonneaux. Et une fois la taille quasiment adulte, donc la moitié d'une cigogne adulte, là ils vont commencer à se nourrir comme les adultes de à 90% de micro-mammifères. Ça va être des souris, mulots, musaraignes, campagnols, rats, ça peut aller vraiment jusqu'à la taille d'un rat justement pour les plus gros. Le bec et les pattes noires, ça sera les cigogneaux de l'année. C'est le seul moyen de reconnaître un jeune cigogne de l'année. Et puis ils auront le bec et les pattes complètement rouges comme les adultes, seulement au bout d'un an.
plus vite, un petit coup de ski nautique. On s'arrête. Il va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière lui. Mais les plumes ne sont pas imperméables. En mouillant ses plumes, il va prendre une densité plus lourde. C'est ce qui va permettre au cormoran d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, vous avez vu, on a juste mis quelques alevins. C'était juste apéritif. C'est simplement aussi pour qu'il se mouille les plumes. Après l'apéritif, il aura le droit au plat de résistance. On va lui mettre une truite portion. Alors je vous préviens tout de suite, ça va aller vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant il s'est suffisamment mouillé les plumes pour aller vite et laisser peu de chance au poisson de démarrer. La deuxième, c'est qu'il sait très bien qu'on va lui mettre son poisson à peu près au milieu. Et la troisième, vous avez vu, c'est qu'il sait très bien où se trouve le vivier, puisque là, il vient voir si ça vient. Alors je vous conseille, dès qu'on aura mis son poisson, c'est de relever la tête très rapidement. Et vous allez voir, le cormoran, il a une technique vraiment particulière de déguster une truite portion. En général, ça va vite, je n'ai pas le temps de commenter grand-chose. Alors relevez la tête rapidement. Je vais quand même essayer de commenter ça. On va lui mettre son poisson, il va partir en volant. Descendre rapidement sous l'eau, l'attraper, le montant sur patrie, lancer la tête à première, il a un seul morceau, 4 mouvements. La tête à première d'un seul morceau, comme ça. Vous avez prévenu, ça va vite. C'est ce qu'on appelle en déguster pour un cormoran. Ça va vite, il ne prend pas le temps de faire la cuisine. C'est un excellent pêcheur. Les Asiatiques l'utilisent d'ailleurs comme canne à pêche. En lui mettant un collier à la base du cou, ils empêchent les poissons de descendre dans l'estomac. En général, la nuit, en éclairant l'eau, ils attirent du poisson. Et quand il y a suffisamment de poissons attirés par la lumière, ils n'ont plus qu'à lâcher le cormoran avec une ficelle à la patte, un collier à la base du cou. Le cormoran se remplit le cou des poissons qu'il peut avaler. Ils n'ont plus qu'à tirer sur la ficelle, ramener le cormoran sur le bateau et gentiment lui vider le cou comme une chaussette. C'est une technique utilisée par les Asiatiques. Alors il a eu l'apéritif, le plat de résistance, il est revenu du côté du vivier pour voir si le dessert arrive. Il sait très bien qu'il a le droit à un repas complet. On va leur lui mettre encore 1 ou 2 alevins comme dessert. Ça va aller encore plus vite. Maintenant, il est complètement mouillé. Le premier, il attrape tout de suite et le deuxième, il est en route. Il va le trouver. Il devrait suivre exactement le même sort. En tout cas, pour moi, il le cherche déjà. Il est arrivé là. Du coup, il n'a pas vu. Il a fini son repas. Dès qu'il est en surface, il peut beaucoup moins bien qu'au départ. Ses plumes maintenant sont complètement mouillées. L'eau lui passe par-dessus le dos. Il va pouvoir rentrer gentiment à son emplacement, digérer tout ça et se sécher les plumes. Allez Coco, c'est par la sortie. Vous voyez alors tout à l'heure avec une anguille un peu plus de difficulté à avaler qu'une truite portion, poisson plus long et plus nerveux. C'est pas là la sortie. Voilà, c'est bien. Puis avant de faire venir une loutre européenne dans le bassin, on va déjà vous présenter une espèce qui ne fait d'ailleurs pas du tout partie des animaux pêcheurs, puisque maintenant on va vous présenter des ragondins, appelés également myocastors, c'est leur nom scientifique. Alors justement, on va vous présenter cette espèce avant de faire venir une loutre dans le bassin, tout simplement pour bien faire la comparaison entre les deux espèces. Deux espèces pourtant complètement différentes, mais qui vivent exactement sur le même milieu, c'est-à-dire le milieu aquatique. Donc ils sont malheureusement trop souvent confondus. Alors il y en a plusieurs qui vont faire le tour de chaque côté avec leurs soigneurs. Vous allez voir d'ailleurs des ragondins non seulement de tailles différentes, mais également de couleurs différentes, puisque ceux que vous allez voir maintenant de chaque côté sont tous issus d'élevage. Très gentil, très propre, ça passe sa vie dans l'eau. En plus, ils se nourrissent pratiquement que de racines aquatiques et d'herbes, donc rien à voir avec un rat qui lui mange n'importe quelle cochonnerie. Et encore moins avec une loutre européenne qui, elle, est carnivore. Alors, il a été introduit, le ragondin, il n'existe pas en France, il vient d'Amérique du Sud. C'est dans les années 1900 que les propriétaires d'élevage, voyant que la fourrure se vendait mal, les ont relâchés dans la nature et c'est devenu une catastrophe. Alors ces ragondins autour du bassin, ils peuvent encore grossir.
Mais un mâle adulte dans la nature peut atteindre entre 11 et 12 kilos. Vous imaginez donc les dégâts qu'ils sont capables de faire dans les berges des rivières, les digues des étangs, champs de maïs, etc. Alors pour cette raison que dans certaines régions, on était obligé de les piéger. Malheureusement, avec des pièges, vous ne faisiez pas la différence entre une loutre et un myocastor. C'est encore une des raisons de la disparition de la loutre en France, le piégeage du myocastor. C'est un rongeur, ils ont des dents de lapin, en tout cas pour l'instant. Mais adulte, il peut avoir des dents qui atteignent 5 cm de long et plus d'1 cm de large. 8 à 9 kg, la taille d'un petit chien, mais avec des grandes dents. La différence avec un castor, simplement que le castor a la queue aplatie, on dit qu'un myocastor ragondin, il a la queue arrondie. Autrement, la morphologie est quasiment la même. Donc un castor, il est quand même beaucoup plus gros, puisqu'il peut atteindre 25 à 30 kg sans difficulté. Alors, vous avez vu, autour du bassin, vous en avez de couleurs différentes. Là, je vous rappelle, ces ragondins, ils sont issus d'élevage, donc sélectionnés pour la couleur de leur poil, leur fourrure. Alors que ceux justement qui ont été relâchés dans les années 1930 par les propriétaires d'élevage sont devenus sauvages, marrons. La couleur de celui qui fait le tour avec moi, qui lui est proche des ragondins que vous allez rencontrer dans la nature. Alors, une particularité aussi du ragondin, c'est qu'ils sont capables d'allaiter leurs jeunes tout en restant dans l'eau. Par rapport aux autres mammifères qui ont leur mamelle située sous le ventre, les ragondins ont leur mamelle située sur le côté, voire même presque sur le dos. La nature est bien faite, comme ils passent la plupart de leur temps dans l'eau, ils sont alors capables d'allaiter leurs jeunes tout en restant dans l'eau, leur mamelle étant juste à la surface de l'eau. Alors je vous rappelle, ça ne pêche pas un ragondin, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ici, on ne peut pas les mettre dans le bassin, ils sont montrés des animaux pêcheurs. Par contre, ils nagent très très bien. Vous avez vu d'ailleurs, ils ont les pattes arrière largement palmées. Les pattes avant, par contre, ne sont pas palmées du tout, mais elles leur servent exactement comme des mains pour tenir leurs aliments. Alors vous avez vu, d'ailleurs, des dents oranges, c'est pas du tout parce qu'on leur donne des carottes à manger, c'est simplement l'ivoire qui a cette couleur-là. C'est juste la partie extérieure de leurs dents qui est orange, il y a une partie d'ailleurs plus dure de l'ivoire, qui fait qu'en se frottant l'une contre l'autre, je vous garantis, ça leur donne des dents très coupantes. Alors vous avez vu, très docile, tous ces ragondins autour du bassin, non seulement ceux-ci, ils sont nés ici, en plus tout petits, ils ont été nourris au biberon par leurs soignants. Donc vous voyez, aucun problème pour les manipuler, en tout cas par rapport à des sauvages, ou même certains dans l'emplacement à côté, ils ne se laisseraient pas apporter comme ça. Beaucoup moins docile, et je vous rappelle, un ragondin, ça a quand même de belles dents. Je vous rappelle, on vous les présente dans un but d'information, pour bien faire la comparaison entre la loutre européenne, que vous allez voir d'ailleurs maintenant évoluer dans le bassin, et donc le ragondin que l'on va ramener à leur emplacement. Que, je vous rappelle, ont été introduits, ceux-ci ne seront jamais relâchés dans la nature, bien au contraire, par rapport à la loutre européenne, qui elle par contre a été réintroduite. On va intervenir dans les portes quand même. Alors dans cette loutre, c'est une première, c'est la première fois qu'elle vient en présence du public. On va essayer de la voir, on l'entraîne depuis un mois maintenant. Allez vite. Elle n'a pas encore eu de contact avec le public, donc c'est une première, on va dire. Allez bien, pas peur. Allez vite. Allez au boulot. La loutre sous l'eau, c'est par ondulation du corps qu'elle se déplace. Elle a les 4 pattes largement palmées et une longue queue qui lui sert de gouvernail. Alors elle n'est pas rapide sous l'eau, mais elle est silencieuse. Elle va chasser un peu comme ferait un chat avec une souris. Arrivant silencieusement derrière le poisson la voit pas arriver. Voilà, elle n'a pas trouvé, on en met un autre. La voit pas arriver, l'entend pas arriver, elle va finir par l'attraper. Dès qu'elle l'aura attrapé en surface, en un coup de dent, elle va le tuer, son poisson. Elle a des dents de chat, là, mais par contre une puissance de mâchoire qui est supérieure à celle d'un chien. Quand elle a son poisson, on voit très bien les muscles de son front qui bougent. Elle a la partie supérieure de sa mâchoire qui est musclée. Et c'est une double pince qui découpe le poisson en quelques secondes.
Une morsure de loutre, je vous garantis, ça ne pardonne pas. Un des rares mammifères, la loutre, à avoir une telle puissance dans la mâchoire. Quand elle est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière elle. Elle ne respire pas par le dos, hein, c'est simplement l'air accumulé entre deux couches de poils. Couche de poils imperméable qui la protège du froid et de l'eau, et une couche de poils non imperméable qui va lui donner une densité plus lourde. Ça lui permettra bien sûr d'aller de plus en plus vite sous l'eau, mais surtout de rester immobile au fond de l'eau plusieurs minutes à surveiller un poisson qui serait caché dans un trou. Par contre, quand elle nage, elle restera rarement plus d'une minute sous l'eau. De grandes moustaches à loutre appelées vibrisses, qui lui permettent de percevoir les vibrations que font les poissons dans l'eau. Ça l'aide énormément à pêcher étant donné qu'elle voit très mal sous l'eau. Pas plus d'1 mètre, 1,50 m de son nez sous l'eau, même en eau claire comme ici. Ça l'aidera également à pêcher la nuit, étant donné qu'elle est devenue nocturne à force d'être pourchassée. Un terrier appelé catiche a une particularité, c'est une entrée sous l'eau, et c'est toujours discrètement qu'elle va sortir pour aller à la pêche ou pour revenir de la pêche. Sortant la nuit sous l'eau étant rare, on a bien sûr très rarement l'occasion de les voir. Animal qui est d'ailleurs heureusement protégé en France et leur inscrit sur la liste rouge des animaux protégés. Malgré ça, elle est encore détruite par les propriétaires des temps, écrasée sur les routes ou piégée à la place du myocastor. Ce qui fait qu'en France, il ne reste plus que très peu de départements dans lesquels il reste des loutres, alors qu'avant, il y en avait à peu près partout. Actuellement en France, il reste encore toute la côte atlantique et le massif central où il reste encore des loutres. Et depuis maintenant quelques années en Alsace, puisqu'on a participé à une expérience de réintroduction de loutres européennes en Alsace il y a quelques années, avec bien sûr des loutres issues du centre loutre au fond du parc. Elles sont d'ailleurs bien acclimatées puisque depuis on a pu observer la naissance de plusieurs loutrons sur le territoire, ce qui est une preuve de réussite. Un loutron bien sûr étant le petit de la loutre. Caractère qui est tout près du chat, la loutre. Déjà, elle miaule comme un chat, en plus elle est très joueuse. Elle siffle aussi comme une marmotte en général, c'est quand elle est en colère. Et un chat, c'est quasiment impossible à faire obéir. La loutre, il n'y a pas de problème, en plus elle est tout près. Allez, Nautilus. Elle a fini son poisson, elle va revenir à toute vitesse, en général, en courant. Allez, hop, 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 c'est bien. Voilà, on peut l'applaudir. C'était sa première. Elle a pas eu peur, c'est bien. Regarde, la loutre, il n'y a pas de problème pour la ramener à son emplacement. En général, elle oublie mieux que certains chiens. Puis maintenant, on va faire venir un autre cormoran à qui on ne va pas demander cette fois-ci de faire de la vitesse, comme tout à l'heure, c'est-à-dire pêcher des truites. Mais à qui on va lui demander cette fois-ci de pêcher une anguille. Alors l'anguille, ce n'est pas du tout un poisson rapide, mais par contre un poisson nerveux et musclé. Tenir une anguille à la main, c'est quasiment impossible. Le cormoran, lui, il n'a pas de problème. Il a un bec crochu comme un hameçon et coupant comme une lame de rasoir, ce qui va lui permettre de tenir aisément son anguille. Son problème, par contre, ça va être de l'avaler. Vous avez vu tout à l'heure que pour avaler une truite porte sur la tête la première, il n'avait pas de problème. Son anguille, il va falloir qu'il fasse la même chose. Mais l'anguille, ça a une particularité, dès qu'on lui touche la tête, elle recule aussi vite qu'elle avance. Et bien qu'ils aient l'habitude d'en pêcher. Il ne pêche pas qu'en mer, le cormoran, il pêche aussi en rivière, en étang. En hiver, il vient même ici dans le Rhin et dans toute l'Europe centrale. Poisson, facile à attraper pour lui, un peu plus difficile à avaler. Alors ça va se passer en surface en général. Le cormoran, il avale ses poissons en surface. Alors lui, il n'arrive pas en haut. Vous regardez, il vient toujours en volant. Un petit coup de stylotype là, pour s'arrêter. On va lui mettre son anguille. Il devrait la repérer facilement, l'attraper, la monter en surface. Maintenant, il faut qu'il l'avale. Mais l'anguille, ça se défend. Ça fait des boucles, des nœuds, des colliers. Quasiment impossible à tenir à la main. Lui, il va jongler avec. Son problème maintenant, c'est de l'avaler la tête la première et par le bout du bec. Il a que le bout du bec est crochu et coupant. Le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Il faut donc qu'il la passe par le bout du bec, qu'il en avale plusieurs centimètres, voire la moitié, pour que le reste suive comme un spaghetti. Il y a un spaghetti qui recule. Ça n'est pas dans l'estomac de l'oiseau, il devrait remonter en marche arrière. Ça risque de donner un petit peu le hoquet et lui réserver une petite surprise. Oui, ça ressort là, complètement. Oula, il l'a rattrapé de justesse. Il a d'ailleurs préféré lâcher le poisson là que voir l'anguille ressortir complètement dans le bassin. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu méchant de lui faire ressortir son anguille comme ça. Mais dans la nature, ça se passe exactement de la même façon.
Dès qu'il a attrapé une anguille, il cherche à avaler une deuxième ou un autre poisson comme ici. Et vous avez vu, c'est automatique. Hein. Si l'anguille va s'énerver, je crois qu'elle est ressortie complètement. Quand l'anguille est en marche arrière dans le cou de l'oiseau, elle en profite pour ressortir en marche arrière. Et là, elle est ressortie même complètement. Elle est de nouveau en train de nager dans le bassin. Alors, il n'est pas fou, hein. Vous avez vu, il avale d'abord son poisson, puis il a été récupéré son anguille après. Bien sûr, en lui mettant des poissons sous le nez, on a quand même provoqué la sortie. Mais je vous rappelle, ça reste quand même tout à fait naturel. Alors, il devrait la ravaler plus facilement quand même. Maintenant, elle a passé un petit séjour la tête dans l'estomac de l'oiseau. Cormoran, il a quand même des flux gastriques très puissants qui digèrent les arêtes, les écailles. En quelques secondes, maintenant, elle va être asphyxiée. Quelques minutes, elle sera même complètement digérée. Cormoran, c'est carrément de l'acide chlorhydrique qu'il a dans l'estomac. Ouais, il a qu'à boire un coup, ça va lui passer complètement son hoquet. Alors bien sûr, il n'a pas le hoquet, comme ici, c'est un des rares oiseaux qui n'a pas de narine. Il reste avec une fente sur le côté du bec. C'est pas grave. Et comme l'anguille, elle remonte jusqu'au bout du bec, il est obligé de la ravaler à chaque fois. C'est ce qui donne un petit peu l'impression, du moins au début, qu'il avait le hoquet. Là, ça va beaucoup mieux. C'est là la sortie. Il va rentrer à son emplacement, maintenant digérer tout ça et se sécher les plumes. Pas peine d'attendre du côté du Vivier, il n'y a plus rien. Allez, viens. En plus, à Cormoran, c'est pas cette anguille et quelques poissons qu'il avale après qui vont le gêner très longtemps. Un cormoran, il a un estomac qui peut contenir plus d'1 kilo de poisson. Bien sûr, dans ces cas-là, il sera rassasié pour au moins 2 jours. Il faut quand même un petit peu de temps pour digérer 1 kilo de poisson. Voilà, je pense que là, il est décidé. Et tu te dépêches. Bon, on peut l'applaudir, si tu l'attendais d'ailleurs. Ah, tu fais ça, voilà. Puis maintenant, on va faire venir de nouveau des oiseaux, mais cette fois-ci avec une technique de nage complètement différente du cormoran, puisque maintenant, on va vous présenter des manchots. Alors, très souvent, les manchots, c'est des pingouins. Arrêtez, le pingouin, lui, il vole dans l'air, alors qu'un manchot, il est incapable de voler ailleurs que sous l'eau. Manchot, on le trouve dans tout l'hémisphère sud et pas du tout au pôle nord, contrairement à ce qu'on pense très souvent. Il existe d'ailleurs 18 espèces de manchots différents dans la nature. Ici, on en a 2 espèces différentes qui vont venir dans le bassin. Reconnaissable, il marche les jambes écartées, on dirait un petit bonhomme qui a fait dans sa culotte. C'est les manchots à bol qui est sur les côtes du Pérou et du Chili. Et la deuxième espèce, ça sera les manchots du Cap, Afrique du Sud. Ils ont aussi des plumes qui ressemblent étrangement à une tenue de soirée, un smoking. Et vous allez voir un smoking un petit peu arrosé, car en général, ils arrivent en titubant complètement, on n'est pas sur la route du vin pour rien. Ils arrivent à la queue leu en tête à Bébé Kiki, 2 jeunes manchots nés ici l'année dernière, en plumage juvénile, suivi de Panthère, Focus, Grincheux, Hatcho, Prof, Timide et Dormeur, c'est les 2 manchots du Cap, les plus petits. Une autre espèce, là par contre, un manchot du Cap, Afrique du Sud. Allez, on y va, avec un joli plongeon, là, tout le monde vous regarde. Allez, Grincheux, là, et Dormeur. Allez, c'est qu'on va rouler. 1, 2, et plouf. Mais s'ils sont l'eau d'eau sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes comme le cormoran pour se propulser. Leurs pattes leur servent de gouvernail. Étant dépourvus de queue ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un gouvernail. Eux, ils se servent de leurs pattes. Quand ils sont sous l'eau depuis un certain temps, on voit très peu de bulles s'échapper derrière eux. Manchots ont les plumes totalement imperméables, un plumage d'ailleurs très épais, constitué de toutes petites plumes insérées les unes contre les autres et disposées en écailles, qui va d'ailleurs aussi bien les protéger des grandes chaleurs que du froid. Un plumage, je vous rappelle, qui ressemble un petit peu à un smoking. Bien sûr, c'est pas pour se rendre à un gala, simplement pour des raisons de camouflage et de mimétisme. Dans leur milieu naturel, vu du dessus, le plumage noir va se confondre avec les fonds marins, en général très sombres, et vu du dessous, le plumage blanc va se confondre avec la lumière du jour. Avec cette forme de fusée, son poids, la puissance de ses ailerons, c'est l'oiseau le plus rapide au monde sous l'eau. Ils sont capables, quand ils sont lancés à pleine vitesse, d'atteindre des vitesses qui peuvent dépasser 15 km/h sous l'eau sans problème. Excellents pêcheurs, les manchots, vu la vitesse où ils sont capables d'aller sous l'eau, mais je vous dis tout de suite, ils vont attraper leurs poissons sous l'eau et les manger sous l'eau, en les retournant d'ailleurs comme le cormoran la tête la première, pour avoir les arêtes et les écailles dans le bon sens. Et avec des accélérations fantastiques, virage angle droit, retournement,
En quelques secondes, ils vont faire le ménage. Ça va dire aller très très vite et entièrement sous l'eau. Alors je vous conseille, dès que le ménage est terminé, c'est de regarder du côté de la sortie. Et vous allez voir, hein, pour certains, c'est spectaculaire la manière dont ressortent certains manchots. Vous êtes prêts? Là, j'ai l'impression. Hein. Allez, c'est parti. Accélération fantastique, virage en droit, retournement en quelques secondes, le ménage est terminé. Décapé ressort avec des cheveux des bois à plat ventre, les autres prennent la marche avec une démarche plus humaine. De dos que de face, on torture du croupion. Ils sont presque tous ressortis, il reste encore dormeur. Allez, oui, c'est bon, on peut les applaudir, ils sont tous ressortis, c'est bien. On sent très rapidement, pourtant ça a été long, les manchots de les faire venir dans le bassin, mais surtout de les faire ressortir à cette vitesse-là. Manchot, c'est pas un oiseau très intelligent, et il a fallu plus d'1 an pour qu'ils ressortent tous aussi vite. Et pour terminer, on va vous présenter maintenant un animal beaucoup plus gros, puisque maintenant on va vous présenter une otarie. Alors cette otarie, on va déjà demander de faire le tour du bassin au ralenti, elle passera comme ça, tout près des carreaux. Otarie de Byronia, Amérique du Sud. Par rapport à l'otarie qu'on a l'habitude de voir dans les cirques avec un ballon sur le nez, c'est l'otarie de Californie. L'otarie de Byronia, elle a le nez un peu plus aplati et le poil un peu plus roux. Rousse quand elle est sèche, marron foncé quand elle est mouillée. Alors que l'otarie de Californie, elle est toute noire. Alors elle arrive en marchant, cette otarie, elle a des pattes complètement atrophiées, transformées en grandes nageoires qui vont lui permettre de voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Elle nous fait déjà une boucle dans le bassin et puis elle devrait revenir gentiment tout près des carreaux histoire de se faire tirer le portrait. Elle ne peut pas s'empêcher de jouer la vedette. Et si elle ne s'arrête pas à chaque carreau, elle passera en tout cas tout près. Si elle fait le tour, cette otarie, c'est elle aussi pour aller voir du côté du vivier. Elle sait très bien elle aussi où ça se passe. On lui mettra d'ailleurs plusieurs fois des poissons. Elle attrapera elle aussi la tête la première pour avoir les arêtes et les écailles dans le bon sens. Elle a pourtant des dents pointues, plantées dans tous les sens, qui lui permettent d'attraper ces poissons, de les tuer, mais pas du tout de les mastiquer. Elle en est incapable. De grandes moustaches. De grandes moustaches qui dépassent d'ailleurs les 30 cm chez l'otarie. Voilà. Et comme pour la loutre, ça s'appelle également des vibrisses. Un corps allongé, une tête arrondie, de grands yeux globuleux, une morphologie parfaitement adaptée au milieu aquatique. Alors une particularité aussi des otaries, c'est leurs petites oreilles externes, bien apparentes d'ailleurs de chaque côté de la tête. Un moyen d'ailleurs très simple de les différencier par rapport aux phoques qui en sont complètement dépourvus. Les phoques, ils ont juste un petit orifice à la place des oreilles. L'excellente glisse dans l'eau, c'est dû bien sûr à sa forme aérodynamique, mais aussi un poil qui a une particularité. On l'utilisait à l'époque comme peau de phoque. En mettant un bout de sa peau sous des skis, ça permettait de glisser le long d'une pente, son poil étant suffisamment lisse, mais suffisamment raide également pour retenir un skieur dans la montée. Un poil suffisamment raide et qui fait plus de 2,5 cm de long. Bien sûr, aujourd'hui, on utilise des peaux en matière synthétique depuis les années 80. Alors pour l'instant, vous avez vu sur ralenti qui nous fait gentiment son petit tour de bassin. Attention quand même quand on va lui mettre ses poissons. Cette otarie, elle pèse un peu plus de 100 kg. Et 100 kg qui vont à la vitesse où elle peut aller sous l'eau. Et avec les retournements qu'elle est capable de faire sur place, si le poisson vient le long du bord et en surface, attention au bail. Bien sûr, vous ne voulez pas prendre la banquise. Elle revient gentiment près du vivier attendre ses premiers poissons. Gracieuse, rapide, en 2 coups de patte, elle peut traverser les 18 mètres du bassin. En général, les 2 premiers, elle les attrape tout de suite en les retournant la tête la première. En principe, ils n'ont pas le temps de démarrer. Et oui, gentiment, sans faire aucun effort, en planant, elle revient tout doucement attendre les poissons suivants.
capable d'accélération fantastique, mais heureusement aussi d'arrêt immédiat. Quelquefois, elle arrive à pleine vitesse face à un carreau. Si elle ne s'arrêtait pas, immédiatement elle passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête, seulement par un looping, retournement, virage sur l'aile, comme ici. Vraiment que quelques centimètres pour s'arrêter. Et heureusement, sinon elle passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête. Elle est très gracieuse, très souple, son corps sous l'eau, on dirait que c'est du caoutchouc. Mais je vous rappelle, c'est même plus de 100 kg de muscles qui virevolent dans tous les sens. Otarie de Byronia, qu'on appelle également lion de mer, tout simplement parce que le mâle a une crinière exactement comme un lion, alors que la femelle en est complètement dépourvue. Un mâle, il peut atteindre plus de 500 kg. Heureusement qu'on ne met pas 500 kg dans le bassin. Les femelles font rarement plus de 150 kg. Celle-ci, je vous rappelle, elle fait un peu plus de 100 kg. C'est déjà pas mal. Avec de belles accélérations, elle connaît aussi très bien d'ailleurs les limites du bassin, cette otarie. C'est donc rare qu'elle vienne à toucher un carreau. Oula, attention, là, un peu plus dans l'objectif. Dans ces cas-là, faut fermer la bouche. Merci, monsieur. Les femelles font rarement plus de 100 kg. Celle-ci, je vous rappelle, elle fait un peu plus de 100 kg. Alors attention, quand elle va à l'autre du bord, c'est rare qu'elle touche un carreau, mais c'est automatique. En général, si elle accélère, il y a une vague qui se creuse, décidément, et qui déborde. Pourtant, il n'y a pas de vent aujourd'hui. On est poisson volant aujourd'hui. De grandes moustaches, mais par rapport à la loutre que vous avez vu tout à l'heure, qui ne mettait pas plus d'un mètre, 1,50 m de son nez sous l'eau, l'otarie est capable de voir un poisson à l'opposé du bassin sans difficulté. Ces moustaches à l'otarie, ça l'aidera surtout à pêcher la nuit, mais c'est surtout les bancs de poissons qui l'intéressent, les 15 à 20 kg de poissons qu'un mâle peut avaler par jour. Les femelles, c'est rarement plus de 7-8 kg de poissons par jour. C'est déjà pas mal. Alors, je vous rappelle, sur des pattes qu'elle a à l'avant, à l'arrière, des pattes complètement atrophiées, transformées en grandes nageoires, ce qui lui permet, comme à l'otarie, vous avez vu quand elle arrivait tout à l'heure, de se déplacer sur la terre en marchant, en tout cas par rapport au phoque, qui lui est incapable de se déplacer autrement qu'en rampant. C'est là encore une différence qu'il peut y avoir entre un phoque et une otarie. Là, je pense qu'on l'a vu suffisamment longtemps sous l'eau, qu'il se reste encore pas mal. Là, elle est en train de jouer avec ses poissons. Je peux entendre ça avec... ça lui arrive de temps en temps, elle fait un peu comme sur un chat avec une souris. Vous avez vu, elle joue avec ses poissons avant de les avaler. Il reste encore 2 ou 3 dans le bassin, mais c'est pas grave. Elle sait en tout cas très bien ce que ça veut dire quand on lui dit que c'est le dernier. Même si elle a des petites oreilles, je vous garantis, elle m'entend très bien. Allez, là, c'est le dernier. Voilà, elle m'a entendu. Toujours pas avec. Et si elle arrive à l'attraper tout de suite, ça devrait être un demi-tour. Si elle ne va pas chercher les autres, elle va revenir à toute vitesse, nous faire un joli bond à la sortie et rentrer en courant. Allez, Alina, tu peux rentrer. Très bien. Voilà, donc c'est sur cette image d'otarie que nous terminons cette démonstration. Si vous n'aviez jamais vu de cormoran sous l'eau, branché aux loutres otarie, eh ben c'est chose faite. J'espère que cela vous a plu et appris à mieux connaître ces animaux. Merci.